Les agriculteurs français aux portes de Paris, après des heures et des heures à rouler en tracteur, le blocage de la capitale est à leurs yeux le seul moyen d'être entendu. Emmanuel Macron a réuni plusieurs ministres à l'Élysée cet après-midi et à la veille de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Gabriel Attal reçoit en ce moment même les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, fer de lance de ce mouvement. Avec nous pour en parler, Marie Toussaint, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée européenne, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Avant de parler de ce mouvement social des agriculteurs qui prend de l'ampleur en France, une question qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec ce dont on va parler et qui concerne des millions de Français qui s'intéressent beaucoup à ce qu'il y a dans leur assiette et dans leur verre. La multinationale suisse Nestlé annonce aujourd'hui avoir eu recours à des traitements interdits sur des eaux minérales pour maintenir leur sécurité alimentaire. Perrier, Vittel, Contrex notamment. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites faute avouée, faute à moitié pardonnée ? Bien sûr, ça me choque. Et je veux dire deux choses à cet égard. Ce n'est pas la première fois que Nestlé est prise sur le fait de pollution. Elle a été condamnée dans les Ardennes. Elle est poursuivie aussi pour ses décharges sauvages de bouteilles plastiques, pour pompage illégal de l'eau. Ce n'est qu'un énième événement, qu'une énième accusation qui est aujourd'hui mise sur la table. Elle se protège comme elle peut, mais enfin, il faut quand même rappeler que les multinationales doivent être soumises à la loi. Non, elle a admis. Qui reconnaît avoir en gros transgressé la loi. J'espère qu'elle sera jugée. Elle a dit que pendant des années, elle s'était livrée à des pratiques illégales et les multinationales doivent être soumises à la loi comme l'ensemble des citoyennes et des citoyens de ce pays. C'est la première chose. J'ai quand même une deuxième chose à dire. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Nestlé, c'est filtrer l'eau. Alors qu'elle n'en avait pas le droit, puisqu'il s'agit d'eau minérale. Mais pourquoi est-ce qu'elle a filtré l'eau ? Alors des filtres à charbon actifs et un traitement aux ultraviolets avant de mettre en bouteille l'eau provenant de ces différents puits. Exactement. Et donc pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin d'avoir recours à ces procédés ? Eh bien tout simplement parce que vous voyez, avec le dérèglement climatique, la disparition de l'eau disparaît des nappes phréatiques. C'est le cas, par exemple, à Vittel dans les Vosges, avec les intempéries, les inondations, comme dans le Gard, où épuisait Perrier. Quand Vittel, c'est dans les Vosges, Perrier dans le Gard. Et puis, avec le dérèglement climatique, les bactéries se transmettent plus vite. Et donc, en fait, ce que montre l'affaire Nestlé, en l'occurrence, c'est que nous devons absolument, dans ce contexte de dérèglement climatique, d'accélération du dérèglement climatique, d'appauvrissement de la ressource en eau, tant en quantité qu'en qualité, agir résolument pour le climat. Et ce n'est pas sans lien, effectivement, aussi avec la question de la mobilisation des agriculteurs et des agricultrices. Et pour clore votre réaction, le groupe déclare maintenant être sur le droit chemin, tout en maintenant l'essentiel de sa production. Un accord a été trouvé avec les autorités françaises. Le mouvement des agriculteurs, à présent, est-ce que vous soutenez, vous, à Europe Écologie Les Verts, ce mouvement qui se poursuit 3 jours après les premières mesures annoncées par le gouvernement français ? Bien sûr, nous le soutenons. Et je veux vous dire, le combat des agriculteurs et des écologistes, c'est le même. C'est un combat contre un modèle qui repose sur une libéralisation du libre-échange avec d'autres pays du monde, sur la mise en concurrence des paysannes et des paysans d'Europe avec le reste du monde, la mise en concurrence des paysannes et des paysans d'Europe entre eux également, qui repose sur une PAC qui est profondément inégalitaire, qui donne 80% de ses subventions à 20% seulement des exploitations qui sont les plus grandes, les plus énergivores. 30% la France, la politique agricole commune. C'est un petit peu moins inégalitaire, mais enfin la PAC telle qu'elle est dessinée permet 80% des subventions à seulement 20% des agriculteurs, et donc encore une fois des exploitations très consommatrices d'énergie, d'engrais, de pesticides et destructrices d'emplois, puisqu'on a un problème avec cette PAC qui finance à l'hectare plutôt que de financer à l'actif. Et donc, nous nous battons ensemble avec les agriculteurs contre ce modèle. Et puis aussi, en France même, contre les marges de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire. On parlait de Nestlé, c'est aussi Lactalis, c'est aussi Carrefour, c'est aussi Casino. Vous savez, on vit dans un modèle qui est fou, dans lequel le revenu des agriculteurs a diminué de plus de 10%. Le prix de l'alimentation a explosé de plus de 10% et avec du gaspillage alimentaire au milieu. Et donc ce modèle, il n'a aucun sens. Et donc avec les agriculteurs, nous nous battons, et ce depuis longtemps, contre ce modèle. Le blocage de Paris, pour vous, c'est un moyen légitime de se faire entendre ?
Moi, j'aimerais que le gouvernement soit plus à même de donner lieu à et de faire vivre la démocratie, plutôt que d'en arriver à ces moments de colère et de désespoir profond. On voit des agriculteurs, des agricultrices dans ces mobilisations avec des pancartes d'un pendu en disant « hier c'était lui, on a plus d'un suicide par jour dans le milieu agricole aujourd'hui en France et demain ce sera moi ». Et donc il faut l'entendre cette colère, mais il ne faut pas l'entendre seulement quand ils montent sur Paris avec leurs tracteurs. Il faut l'entendre aussi le reste du temps et je crois que sur la réforme des retraites, comme sur les mobilisations sur le climat et aujourd'hui sur l'agriculture, on voit bien qu'on a affaire à un gouvernement qui est sourd à d'autres voix que la sienne. Alors là, le gouvernement qui a déjà annoncé vendredi dernier, mais on le voit, ça ne suffit pas pour les agriculteurs, l'annulation de l'augmentation du prix du GNR, le gasoil non routier. J'aimerais revenir tout de même à ce que vous disiez sur la concurrence. Vous avez cité la concurrence intra-européenne et extra-européenne. C'est par exemple un poulet qui va arriver d'Amérique du Sud, mais c'est aussi la pomme qui va venir de Pologne et qui va être beaucoup moins chère sur les étals français. Pourquoi ? Parce que le coût de l'électricité, le coût de la main-d'œuvre en Pologne est moins cher. Sauf que celle-ci, elle est légale et c'est le marché européen. Que faire justement pour apporter une réponse à cela, pour que celui qui produit des pommes en France ne se retrouve pas lésé par la vente que l'on ne peut pas interdire d'une pomme polonaise ou d'une pomme italienne ou d'un autre pays ? Vous pourriez aussi me parler de la fraise en provenance du sud de l'Espagne et en particulier de la fraise en provenance de Doñana en Andalousie, qui est censée être la zone humide la plus importante d'Europe ou l'une des zones humides les plus importantes d'Europe et qui est aujourd'hui asséchée par les pratiques de l'agro-industrie, qui va puiser dans les nappes et dans cette zone humide pour construire et alimenter de grandes serres où on fait pousser les fraises à grande dose de pesticides et d'engrais. Donc là, vous dites que c'est déloyal, qu'il y ait des fraises sur le marché français. Et en employant par ailleurs une main-d'œuvre qui est principalement sans papier en provenance du Maroc. Et donc, c'est le comble du comble des mauvais exemples de l'alimentation. C'est exactement cette agriculture-là qui est aujourd'hui promue par les droites et les extrêmes droites. Non, mais il faut le souligner quand même. C'est ce modèle-là qui est défendu par les droites et les extrêmes droites. Sur un fruit, par exemple, comme j'ai cité la pomme ou autre, qui n'a pas recours justement à une main-d'œuvre sous-payée ou autre, qui respecte les normes à la fois polonaises et européennes, comment faire ? Comment faire ? Eh bien, vous avez raison, il faut agir. Le fait d'avoir une PAC, de changer en profondeur la PAC. Et vous savez, les élections européennes du 9 juin prochain détermineront l'avenir de la PAC, puisque ce sera l'une des premières réformes, grandes réformes, que nous prendrons et que nous mettrons en œuvre. Eh bien, cette PAC, elle doit être plus juste, c'est-à-dire qu'elle doit financer à l'actif, à l'emploi, plutôt qu'à l'extension permanente, à l'agrandissement permanent des agricultures, des exploitations qui vont avoir recours à des robots et donc du coup à des intrants chimiques, des pesticides, etc., etc. Donc on finance l'emploi. Si on finance l'emploi, déjà, on se bat contre la concurrence intra-européenne. La deuxième chose derrière, c'est qu'en fait, on a des règles qui sont effectivement différentes selon les États, d'où la nécessité d'agir au niveau européen. C'est pour cela qu'il faut plus d'Europe encore, que ce soit sur les normes, effectivement, que ce soit sur les salaires, mais aussi, du coup, on a des bêtes qui peuvent être élevées en France, envoyées pour être engraissées en Italie, et puis revenir pour la découpe. Bref, à ça, il faut mettre fin. Et comment est-ce qu'on met fin à ça ? Par les circuits courts. Et donc on voit bien que les maires écologistes, par exemple en France, promeuvent des circuits courts et respectueuses du bien-être animal et bio dans la restauration collective. Ce sont des choses qu'on peut faire. On peut relocaliser aussi et remettre sur le territoire des abattoirs en ce qui concerne les élevages. Aujourd'hui, on a des méga abattoirs privés, notamment en Bretagne, alors qu'en fait, il faudrait de petits abattoirs publics un peu partout sur le territoire. Bref, il y a beaucoup de choses, de la transformation aussi, parce que les produits, ils n'arrivent pas d'un coup dans nos assiettes, évidemment. Il faut de la transformation. Et donc, pour tout ça, on a besoin d'un engagement des pouvoirs publics. On a besoin d'un soutien à ces filières qui n'ont rien à voir avec le modèle ultralibéral qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, vous avez parlé d'un combat commun entre agricultrices, agriculteurs et donc défenseurs de l'environnement. Pour autant, des agriculteurs qui ne disent pas le contraire disent tout de même que la liste des produits phytosanitaires ne cesse de s'allonger. Ça va toujours plus loin et que c'est très compliqué pour eux. Quelle solution préconisez-vous en la matière ? Comment cumuler effectivement, comment réserver la transition écologique et justement le travail des agriculteurs ? C'est très compliqué, mais ce qui est très compliqué, c'est le fait que, ils soient très mal payés. Qu'en fait, aujourd'hui, les agriculteurs et les agricultrices ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils vendent à perte. Ils vendent à perte. Et je vous l'ai dit, on a de l'argent qui est là, qui disparaît entre les mains d'autres, d'actionnaires, dans les dividendes, et non pas aux agriculteurs et aux agricultrices. Donc,
garantir un revenu digne issu de son travail. 2, accompagner les agriculteurs dans la transition. Parce que vous l'avez dit, ils ne disent pas qu'ils sont contre les normes environnementales. D'ailleurs, quand on parle des pesticides, ce sont les premières victimes de l'utilisation des pesticides, les premiers à subir des cancers. Et ce sont aussi, j'en suis convaincue, les premiers amoureux de leur terre. Ils aiment voir leur terre fleurir et s'épanouir. Pour cela, on a besoin de moins de pesticides, de moins d'intrants chimiques, mais il faut les accompagner dans cette transformation. Alors 215 millions d'euros, c'est l'une des informations de la journée tout de même. Porte-parole du gouvernement français déclare 215 millions d'euros iront dans la trésorerie des agriculteurs dans les prochains mois. Non mais c'est tant mieux, on avait besoin de mesures pour alléger la charge qui repose aujourd'hui sur les agriculteurs qui sont au mur de la dette. Voilà, donc je ne sais pas le détail des mesures annoncées par le gouvernement, je la regarderai avec attention, mais ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il leur faut un revenu garantie et une visibilité. Parce que quand la loi Egalim ne suffit pas. Quand ce qu'on gagne dépend de la fluctuation des cours de bourse, en fait, on n'y voit pas clair et on y voit d'autant moins clair que le dérèglement climatique vient tout bouleverser. En fait, on ne sait pas s'il fera 0 degré ou 25 degrés demain, s'il fera 0 degré à nouveau avec des chocs sur les cultures. Mais les céréaliers, on ne sait pas s'il y aura des sécheresses, de l'eau, des inondations. Profitent de l'élévation du cours. Il y a des inégalités aussi entre agriculteurs, entre les éleveurs de vaches laitières et les céréaliers, qui, eux, pour le coup, n'ont pas le même salaire moyen. On parle de 600 euros pour les éleveurs, 2400 euros, ce qui n'est pas non plus énorme quand on travaille autant d'heures par jour. C'est ce que je dis de cette PAC, qui est une PAC injuste. Cette PAC, elle entraîne la concentration des richesses dans un nombre toujours plus petit d'agriculteurs et d'agricultrices. Et c'est là où j'appelle l'attention des agriculteurs et des agricultrices. Aujourd'hui, la FNSEA, et en particulier la tête de la FNSEA, pas ses ailes départementales, mais et en cogestion de ce système, a décidé avec le gouvernement de comment est-ce que les aides de la PAC au niveau français seraient réparties et qu'elles iraient toujours plus haut. On peut prendre l'exemple du GNR. C'est la même chose. Les exemptions sur le GNR bénéficient aux plus gros et non pas aux plus petits. Et puis sur la transmission, et l'enjeu de l'installation des agriculteurs est central, puisque 50% d'entre eux vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Sur la question de la transmission, c'est pareil. Arnaud Rousseau et la direction de la FNSEA sont allés négocier pour faire en sorte que ce soit plus facile pour les plus gros que pour les plus petits. Donc on a un modèle qui est injuste, et je vous le dis, certains essayent d'opposer écologie et justice sociale. Nous, chez les écologistes, nous disons que nous ne céderons rien et que nous nous battrons pour les deux ensemble. Mais juste quand même, pour qu'on ait un ordre de grandeur, vous parlez de grandes fermes et de grosses cultures. Pour qu'on se fasse une idée, en Ukraine, la ferme moyenne en Ukraine, je dis bien qu'il y a un pays désormais qui est candidat à l'entrée dans l'Union européenne, c'est 1000 hectares, c'est 69 en France, 69 hectares. Quand il y a eu la polémique des 1000 vaches il y a 3-4 ans, en Ukraine, c'est des fermes de 20 000 vaches. Ça donne un peu la mesure. Comment la France et son agriculture peut-elle exister face à des mastodontes pareils ? Il faut protéger nos frontières, ça c'est la première chose, vis-à-vis d'agriculteurs qui viennent de l'extérieur, puisque vous l'avez dit, l'Ukraine est candidate, mais pas encore membre de l'Union européenne. Donc que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine ou du Brésil, puisqu'on s'apprête à signer un accord avec le Mercosur. J'y suis favorable, bien sûr, mais ça requiert des changements profonds dans la politique qui est menée par l'Union européenne, dans son fonctionnement et évidemment dans les politiques budgétaires comme la PAC, comme les fonds régionaux qui sont mis en œuvre. Et donc comment l'Europe peut se protéger ses paysannes et ses paysans en s'assurant qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale entre les produits issus du territoire et, j'ose dire, du terroir européen et des produits qui viennent du reste du monde. Un agriculteur disait ce matin, le consommateur français nous demande d'être plus vertueux, mais achète bas de gamme. C'est l'argument souvent aussi des industriels de dire on a des prix bas pour permettre à tout le monde, et notamment aux Français les plus fragiles, de se nourrir. Quel est votre argument? Comment vous vous situez par rapport à cela? On a un problème de pauvreté et d'inégalité qui touche l'ensemble du pays et pas seulement la profession agricole. Voilà. Et quand on écoute les consommateurs et les consommatrices, ils aspirent à manger bio, à manger sain, à manger local. Ils n'en ont pas toujours les moyens. Et donc, moi, je veux faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale de l'Union européenne. Parce que depuis 20 ans, la pauvreté n'a pas reculé et qu'au contraire, ces dernières années, les inégalités explosent. Ce n'est pas possible. Il faut changer de modèle. Je vous l'ai dit, écologie et justice sociale, ça va ensemble. Nous devons nous battre pour la justice sociale et l'écologie. Projet pour les élections du 9 juin. Mais parce que la justice sociale est indispensable à l'écologie, mais que l'écologie est aussi indispensable à la justice sociale. On a aujourd'hui un écart d'espérance de vie de plus de 13 ans entre les plus riches et les plus pauvres. Évidemment, cela dépend de son exposition à la malbouffe, aux pollutions, aux métiers qui sont aussi parfois des métiers toxiques, des métiers soumis à la chimie, dépendants, exposés à la chimie. Donc on a besoin d'agir
pour les deux et ce sera notre bataille que de porter cette proposition pour les élections européennes. Ouais, et il nous reste 1 minute, mais vraiment, vous avez esquissé encore une fois une partie de votre programme. S'il y avait une mesure vraiment qui vous tient à cœur, que vous soumettriez aujourd'hui aux Européennes et aux Européens, quelle serait-elle ? Eh bien, je vais parler du droit de veto social, puisque je vous parle de justice. Si on avait mis en place un droit de veto social dans la PAC, on aurait une PAC qui aiderait plus les petits agriculteurs que les plus grands. Mais je vais vous expliquer ce qu'est le veto social. Le droit de veto social, c'est de dire plus aucune politique ne doit porter atteinte aux conditions d'existence des 10% les plus pauvres. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement sur des aides sociales, mais on est sur un renversement systémique. Toutes les politiques que nous adoptons doivent contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités. C'est possible avec le pacte vert qui souvent, justement, c'est un des griefs des agriculteurs, dit que ça pénalise les plus fragiles, souvent, que les plus riches. C'est possible avec le pacte vert. Le pacte vert avait promis de ne laisser personne de côté. C'était la proposition de la Commission européenne. Elle n'a pas rendu contraignant le principe « ne laisser personne de côté ». Nous souhaitons le faire. Merci beaucoup Marie Toussaint, députée Europe Écologie Les Verts, tête de liste donc pour les élections européennes du 9 juin. On aura l'occasion de recevoir d'autres membres de votre parti et d'autres candidats également, d'autres couleurs politiques. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.